Bonjour à tous. Je suis évidemment ravi d'être là. Je vois qu'il y a plein de monde et tout. La présentation à d'avant, elle est top. Donc, j'espère qu'on va être au niveau. Je dis on parce qu'en fait, on va être deux à présenter. Du coup, moi, qui est François, qui a un background de développeur. J'ai fait pas mal de Python. Depuis 3 ans, je fais que du Rust. Et, c'est bon, j'ai fait le switch. Je ne jure que par le Rust. Python, c'est fini. Tout le reste, c'est fini. Parce que j'ai envie de dormir la nuit, en gros. J'ai pas envie de me réveiller parce que j'ai un bug, parce que j'ai pas typé ma fonction dans Python. Et puis Trinity, donc je vais commencer la présentation et Trinity ensuite va prendre la suite, parce qu'en fait c'est quasiment Trinity qui a tout fait, hein. Moi, j'ai bossé sur les slides quand même, mais c'est quasiment Trinity qui a tout codé. Et du coup, Trinity, elle bosse aussi dans la même boîte que moi, qui s'appelle QuickWit. Donc ça, c'est le jour. Et la nuit, tu bosses pour une association qui s'appelle De Fleur, aussi pour Top Project. Voilà, donc du coup, c'est un super asset pour QuickWit dans tous les cas. Et qu'est-ce que QuickWit? Je vais vous présenter ça juste après. C'est un moteur de recherche distribué qui est surtout s'adresse aux problèmes d'observabilité. Ou de manière plus générale, pour les données type append only ou les datasets qui sont immutables. Ça peut être des transactions financières ou des messages que vous voulez garder pour des audits, dans les choses. Et l'important, c'est que ça scale. Donc, on scale mieux qu'un Elasticsearch et on est beaucoup plus efficace. Et si vous avez des questions, évidemment, on en discute à la fin. Je serai ravi de vous donner des détails. Mais pour cette présentation, je ne vais pas vous parler vraiment de l'engine. Je vais plutôt vous parler toute petite partie de l'engine, c'est la partie, alors je vais aller jusque-là, la partie query parsing. Donc, quand vous rentrez du coup un texte dans une UI, la question qu'on va se poser, c'est comment on va parser ce truc-là, comment on va le parser de manière pour que ça ne fasse pas trop d'erreurs, et ensuite pour que l'engine puisse renvoyer les résultats pertinents. Donc, je vais vous commencer par vous montrer une petite démo de QuickWit. Alors, je vais rester comme ça pour simplifier, mais j'avais prévu de vous en montrer un peu plus. Donc, le principe, c'est vous mettez des documents type JSON dans le moteur de recherche. Donc là, l'exemple, c'est un dataset de Stack Overflow. Et donc, les documents, c'est les questions-réponses que vous voyez sur Stack Overflow. Et la façon de requêter cette engine, donc là, je prends un exemple de ce qui s'appelle une range query. Donc, par exemple, si vous voulez choper toutes les question ID avec un ID qui commence de 0 à 5, voilà, il y a une syntaxe. Vous ouvrez les crochets, vous allez dire, je veux tous les documents qui matchent les question ID de 0 jusqu'à 50. Alors, on fait aussi évidemment plein d'autres types de requêtes que je vais vous montrer. On fait du full text search typiquement. Donc là, vous avez un exemple d'une requête, on appelle ça une phrase query. Donc, vous allez rechercher des termes consécutifs, donc des documents qui matchent des termes consécutifs error when connecting to, dans un champ particulier qui est le body. C'est là où en général il y a le texte pour Stack Overflow. On peut s'amuser à ajouter à la fin un tilt 1 qui veut dire qu'en fait on tolère qu'il y ait un terme qui s'insère entre deux autres termes. On a aussi une notion de prefix query, c'est-à-dire que cette query-là, elle va matcher tous les documents qui contiennent ces deux termes-là et tous les termes qui commencent par connect. C'est-à-dire que si vous voulez, il y a un i après, ing, ça va bien le matcher. Et on a aussi un dernier où, si vous avez un grand set de termes dans lequel vous les cherchez, on a une syntaxe particulière parce que c'est plus efficace. L'engine fait ça de manière plus efficace. On accepte des requêtes booléennes, c'est-à-dire que vous allez pouvoir composer avec des parenthèses, des and, des or. Donc voilà, c'est assez riche. Et on va aller pouvoir aussi chercher dans des fils, si c'est typiquement, comme je vous disais, c'est un document JSON, donc vous allez pouvoir définir que dans ressources.node, dans ce pass-là, vous voulez le terme QuickWit-1, par exemple. Donc voilà. Alors, ça c'est bien, mais comme je le montrais ici, ce qui se passe, c'est que si vous ratez un petit peu sur la query, ça fail, parce que tout simplement, c'est comme vous ferez sur les SQL query.
ça va rater, vous allez avoir une erreur. Alors pour un langage SQL, c'est pas déconnant parce qu'on a envie que ça pète plutôt que de balancer une query qui peut cramer votre serveur. Mais dans le cas où vous êtes avec des users qui sont en train de taper une query, ça peut être assez cool d'avoir un fallback sur une query qui s'approche plus ou moins de ce que la personne a commencé à taper. Donc, si elle oublie le crochet, par exemple, bah, vous peut-être devinez qu'en fait, il faut juste rajouter le crochet pour envoyer les résultats. Et du coup, bah, c'est ce qu'on a fait. On a bossé là-dessus et moi, je vais vous présenter bah, comment on a fait ça. Alors, avant de vous expliquer comment on a fait ça, je vais vous expliquer bah, d'où on est parti. Bon, la première étape, évidemment, quand vous avez une longue string envoyée par un user, bah, c'est de le parser de manière à pouvoir l'interpréter que dans votre code. Donc, on le parse pour le transformer dans un AST qui est du coup propre bah, à QuickWit. Il y a plusieurs librairies de parsing. Il y en a que vous connaissez déjà, vu le nombre de mains que j'ai vu lever. Il y a Num qui est du coup assez populaire dans le monde Rust. Combine, qu'on utilisait avant bah, dans QuickWit et Tantivy. Tantivy qui est la librairie de search utilisée au sein de QuickWit. QuickWit, c'est plus la partie distribuée du search engine, et Tantivy, c'est vraiment la librairie qui a les data structures qui sont propres au moteur de recherche. Et donc ça, vous connaissez pas mal, c'est hyper chouette. Pour Quick Start, un petit parseur, c'est hyper facile. Vous pouvez combiner des petites fonctions qui font chacun des petits morceaux. Par exemple, dans les queries qu'on avait vu avant, bah, si vous voulez parser d'abord le nom du champ, bah, vous dites, OK, bah, je vais prendre tous les caractères et je m'arrête dès que je vois un 2 points, par exemple. Et du coup, vous allez écrire votre petite fonction qui va vous ressortir ce champ-là. Et après, vous allez traiter bah, ce qui est après le champ, en général une valeur, ça peut être un entier ou un crochet. Et c'est comme ça que vous allez avancer progressivement. Et c'est se fait plutôt bien. L'inconvénient, c'est que on fait facilement des petites erreurs. Donc, vous allez enchaîner vos fonctions. Par contre, c'est facile de faire des erreurs parce qu'en fait, la grammaire que vous êtes en train de définir avec toutes vos fonctions, en fait, vous ne pouvez pas les vérifier, sauf avec des tests. Et puis évidemment, les tests, c'est jamais complet. Et donc, ce qui peut arriver, c'est qu'au runtime, vous allez choper une erreur que vous n'avez pas du tout anticipée. Donc ça peut être gênant. Ce qui est un peu embêtant, c'est aussi de maintenir la doc. C'est-à-dire que vous avez une grammaire qui est définie par plein de petites fonctions partout et qui vont parser les différents endroits de votre que ce soit les fields, les range queries ou les autres types de queries que vous voulez parser. Et le problème, c'est qu'après, bah, la doc, comment vous la maintenez? Vous faites une évolution, mais vous oubliez, c'est pas super simple de mettre à jour la doc à partir en lisant juste une 20, 30, 40 petites fonctions qui font le travail. Ça, c'est pas terrible. Et ensuite, il y a d'autres parseurs. Alors, j'ai mis ça, on n'a pas fait de recherche particulièrement là-dessus, parce qu'en fait, on vient pas trop de ce monde-là. Donc, je l'ai quand même mis parce que c'était intéressant, juste nous, de manière pour notre culture G, à QuickWit. Et après, en revanche, on n'a pas fait de recherche profonde là-dessus. On n'a pas voulu passer du temps sur ce type de parseur. Alors, il y en a un qui est très vieux, qui est utilisé notamment depuis très longtemps, je crois, pour OCaml, qui s'appelle Menhir, qui a un LR1. Donc, c'est des left to right parseurs qui ont pas mal d'avantages. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, puisque moi, je serais incapable de vous raconter ça de manière sûre. Mais donc, des gens qui travaillent dans le domaine vous diront que du coup, un des avantages, c'est que c'est rapide. Vous n'avez pas d'explosion en temps de parsing. Parce qu'un des inconvénients de Combine, c'est que vous pouvez enchaîner les fonctions, mais après, vous ne voyez même plus les calls récursifs que vous pouvez faire et vous ne savez pas quel temps que ça va prendre. Alors qu'en utilisant ce type de parseur, vous définissez une grammaire, la grammaire, elle est checkée. Donc déjà, c'est votre parseur, il est déjà juste, et vous êtes certain qu'il va tourner en un temps linéaire par rapport à la taille de votre input. Donc ça, c'est plutôt appréciable. Et ensuite, c'est self-documented. Quand je dis self-documented, c'est que du coup, là, je vais vous montrer un petit exemple.
que Trinity a fait sur un tout petit truc. Alors, je vais zoomer parce que je pense que vous voyez pas grand-chose. Ça, c'est la doc de QuickWit. Et quand je dis self-documenting, c'est au lieu d'avoir plein de petites fonctions dans tous les sens, vous définissez juste une sorte de grammaire où vous dites, bon, bah voilà, ma routine expression, c'est défini par une routine sub-expression ou une routine expression. Une routine sub-expression, c'est défini par un identifier c'est défini par un feature, etc. Et vous avez votre grammaire qui va être définie comme ça. Et c'est ça que votre parseur va prendre en input, et puis c'est aussi votre doc. Donc comme ça, au moins, vous êtes sûr de pas que la documentation évolue en même temps que le parseur. Du coup, je ne sais plus où je suis. Je pense que c'était... Ça, c'est pas ça. C'est ça. Du coup, je suis revenu en arrière, en fait. Voilà. Donc, bon, ça, c'est les parseurs. Donc, nous, on vient du monde de Combine et NOM, en fait. NOM, c'est dans les premières versions de TenTV, on utilisait NOM, qui était à base de macros. Et bizarrement, les macros, c'est quand tu avais des erreurs, c'était un peu emmerdant à traiter. Donc, du coup, on est passé à Combine. Et là, je vous montre vraiment un exemple simple pour que vous voyez ce que c'est concrètement. Donc, Combine définit un trait qui s'appelle parseur. Et un parseur, c'est quoi? C'est juste quelque chose qui prend un input, donc typiquement un string, et qui va vous renvoyer du coup un output et éventuellement une erreur si ça a planté. Et là, j'ai mis un exemple de field name, puisque c'est une des premières étapes qu'on fait dans le parseur de QuickWit. C'est que vous allez vouloir choper tous les caractères. Donc, vous prenez une fonction qui est fournie par Combine qui dit je vais faire un take while jusqu'à ce temps que je rencontre un special caractère. Et une fois que je rencontre un special caractère, typiquement le 2 points, je m'arrête. Et ensuite, je skip les 2 points parce qu'en fait, vous ne voulez pas les garder, on s'en fiche. Une fois qu'on a le field name, on les met à la poubelle. Et c'est fini. Ici, vous avez votre parseur pour le field name. Et vous êtes content. Donc, c'est super simple. Et du coup, on s'est dit, très bien. Une fois qu'on a ça, je vous montre la suite. Le but, c'est pas de... Là, je mettais qu'on sortait un string. Mais en fait, l'objectif du parseur de QuickWit, c'est évidemment de transformer un long string dans un AST, nous qu'on appelle le user AST. Et vous allez retrouver ici les éléments de base de query. Donc, vous avez les leafs qui sont... vous avez soit des littérales, all, c'est un match all, ça peut être l'étoile typiquement, et des range query. Donc là, vous retrouvez les range query avec la lower bound et l'upper bound. Et d'un point de vue plus élevé, vous terminez avec en fait un AST qui est composé de clauses booléennes, de user input, et avec ou bien de leaf que je viens de vous présenter. Donc l'objectif du parseur, ça va être juste de vous transformer cette long string en AST. Mais comme vous avez vu, dans le trait de Combine, à chaque fois, ce qui va se passer, c'est qu'on va renvoyer une erreur. Et nous, ce qu'on veut faire dans notre nouveau parseur de QuickWit, c'est éviter que justement on ait cette erreur, des erreurs qui soient générées à chaque fois qu'un user tape une query. Et pour renforcer ça dans le code, en fait, ce que nous, on veut, c'est au lieu de faire remonter une erreur, on veut finalement mettre les nums infaillibles pour être sûr que finalement, jamais on renverra d'erreur et que notre code, il est sûr. On verra jamais d'erreur. Donc, on s'est dit, l'idée initiale de base, c'est de dire, OK, très bien, on veut quelque chose d'infaillible, c'est quelque chose qui ne renvoie jamais d'erreur, donc on met le type infaillible. Trinity, est-ce que tu es prête à enchaîner? Oui. Et je laisse la parole à Trinity parce que là, on rentre vraiment dans la partie code, donc elle en parlera mieux que moi. Et je te laisse du coup enchaîner. Du coup, le problème qu'on a un peu avec ça, avec Combine, c'est que le type parseur de Combine, il veut absolument qu'on renvoie une parse error de Combine, et le trait parse error de Combine, il y a une fonction qui permet de fabriquer à partir de juste une position. Donc en fait, on ne peut pas mettre un infaillible parce que on doit avoir un truc qui est constructible, et ça nous embête un peu parce qu'on aimerait bien avoir des erreurs qui ne sont pas constructibles, justement pour ne pas avoir d'erreurs.
Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait se diriger vers d'autres types de parseurs, donc du PEG, du LR1, tout ça. Le truc, c'est que notre parseur, il est déjà écrit avec un parseur combinatoire, donc ce serait bien si on pouvait rester sur un truc pas trop loin. Et Nom et Combine, par exemple, se ressemblent beaucoup, ils fonctionnent un peu de la même façon. Le trait de Nom, force pas vraiment, enfin, les erreurs de Nom doivent aussi être constructibles, mais en fait, le trait parse de Nom impose pas qu'on utilise le type d'erreur de Nom. Il demande juste qu'on renvoie ce type-là, qui est une enum à 3 variants, 2 variants où c'est le type qu'on veut à l'intérieur, donc on peut mettre infaillible, et une troisième qui sert quand on fait un parseur en stream, donc qui potentiellement n'a pas l'entrée entière. Et ça, on peut rien y faire, mais d'un autre côté, notre parseur, on sait qu'on va jamais avoir, on va jamais utiliser combinateur de stream, donc c'est pas un problème, il suffit juste à la revue de code de s'assurer qu'on n'importe jamais des trucs en nom de point stream. Donc tant qu'on fait ça, et du coup qu'on renvoie un infaillible, on peut être à peu près sûr qu'il n'y a pas de problème. Et du coup, on est parti sur Nom, donc on a converti le parseur en Nom, et on a commencé à écrire des morceaux un peu différemment. Donc on a pris le iResult de Nom, et puis on a fait un JResult, donc qui est infaillible, et puis du coup qui quand même garde une liste des erreurs que l'utilisateur a fait. Comme ça, on peut lui dire ah bah à tel endroit, tu as fait telle erreur dans la syntaxe, du coup, moi j'ai corrigé la query pour comme ça, mais du coup il y avait une erreur là. Donc une liste d'erreurs avec des positions, une string, voilà. Faire ça, il y a des parseurs de Nom avec lesquels ça marche pas trop mal. Space 0, typiquement, c'est un truc qui ne peut pas planter de base, donc c'est pas un problème. Space 1, on va faire comme c'était Space 0, et puis s'il y avait 0 espace, on va dire à l'utilisateur, tu as fait une erreur, tu aurais dû avoir un espace ici, il n'y en avait pas. Il y a des parseurs avec lesquels ça marche moins bien, les parseurs qui sont censés appeler plusieurs parseurs notamment, donc notamment alt, tuple, delimited. Et on va parler un peu plus de alt parce que on parlera un peu plus de alt parce que c'est un des qui est le plus modifié. Donc avant, pour appeler ça, c'est sur le parseur faillible, du coup. Ce qu'on faisait, c'est qu'on a plusieurs syntaxes pour les ranges, donc les syntaxes comme ça où il y a les deux morceaux et puis où il y a les deux ranges, et les syntaxes comme ça où on dit juste supérieur, inférieur, ce genre de choses-là. Le code du parseur faillible, c'est alt, on teste si c'est l'une, et puis si c'est pas l'une, on teste si c'est l'autre, et puis si c'est pas l'autre, c'est-à-dire que c'est pas une range. Malheureusement, on peut pas faire ça quand nos parseurs ils sont infaillibles, parce que le premier il va forcément réussir vu qu'il est pas faillible. Donc on est obligé d'avoir un truc un peu différent, un peu bizarre d'une certaine façon, où on va avoir des parseurs qui vont un peu deux par deux, et du coup le premier qui va servir à choisir une branche, entre guillemets, donc s'il match, on va prendre cette branche-là, s'il ne matche pas, on va essayer le suivant, et le deuxième qui lui est infaillible. Et puis du coup on veut quand même que notre truc soit globalement infaillible, donc si on prend aucune des branches, on a une branche par défaut qui sera appelée, et du coup là, ici, dans ce cas-là, on a déjà vérifié dans un autre alt plutôt, avant que ça se soit appelé, que le premier caractère qu'on a, c'est bien soit un chevron, soit un crochet. Donc en fait, il y a déjà des préconditions qui ont été vérifiées. Sinon, on serait sur une autre branche du parseur plus haut, mais donc on n'a pas de problème comme ça. Et du coup, notre alt infaillible, il ressemble à quoi? Il ressemble à beaucoup de la même chose de Nom, mais avec quelques modifications. Dans Nom, le choice ici, donc ça c'est la version Nom, ça c'est la version Anouf. Il va renvoyer une option, et ce qu'on va faire, c'est que alt infaillible va du coup essayer d'appeler choice, et si ça marche pas, on va utiliser le défaut parseur et on va parser, il ne peut pas louper parce qu'il est infaillible. Et après, il va falloir implémenter alt infaillible pour tous les tuples. On peut le faire à la main, c'est pas très joli. Si le truc marche pas, on renvoie none. Si ça match, on renvoie le résultat du parseur infaillible. Rapidement, ce qu'on veut faire, c'est des macros, parce que sinon, c'est un petit peu répétitif. Dans la pratique, on n'utilise jamais. Là, il doit y avoir une vingtaine jusqu'au tuple d'une vingtaine de tuples. C'est pas très utile pour ce que nous on fait, mais Nom va jusque-là, donc on va jusque-là aussi.
Et bon, vous n'avez pas très envie de regarder la tête du code généré à la fin, c'est pas très lisible. C'est des macros. Et je sais pas si j'ai grand chose à ajouter, non? Tu vas finir la démo? Oui, c'est vrai. On peut voir, normalement, nous on fait pas mal du coup de macros qui appellent des macros. Je pense que Sacha, ça te plairait. Macros qui appellent des macros, qui appellent des macros. Donc je pense que ouais, là-dessus, on s'est. Ah oui, il y a cette macro-là dont l'homme qui est assez rigolote, qui permet de compter, ce qui est chiant à faire dans les macros normalement. Donc Nom faisait comme ça, donc on a copié parce que globalement Nom fait beaucoup de choses plutôt bien, même si ça ne nous arrange pas forcément toujours. Puis du coup, je vais faire la dernière slide. Ouais, du coup, une fois que Trinity avait fait ça, moi j'avais juste à le brancher dans QuickQuick. Alors c'était très simple, je vais vous montrer le code de QuickQuick pour voir moi ce que j'ai fait et puis ce que Trinity a fait, donc c'est compliqué. Et moi, je vais vous montrer ce que j'ai juste fait. Alors attendez, je dois avoir ça quelque part. Ça c'est les slides. Voilà, donc Trinity, bien joué. Donc moi maintenant je vais brancher le Linear Parser. Voilà. Ah pardon, ok, je reviens. Ok. Et donc là on est dans le code de QuickQuick. Je vais pouvoir du coup commenter l'ancien code et juste appeler le parseur query lenient que notre ami Trinity a implémenté. Je vais, je crois qu'il faut que je redémarre le serveur. Et du coup, normalement, je vais pouvoir, vous allez pouvoir admirer le fait de faire des queries qui sont du coup fausses syntaxiquement, mais du coup qui terminent bien, puisque là, typiquement, quand vous oubliez les guillemets, le parseur va rajouter les guillemets pour faire tourner la query. Et même chose ici, je peux oublier le 0, le trou, le crochet, et en fait, il va lui terminer et ajouter le truc en question. Non, là, au niveau de l'interface, on ne remonte pas l'information. Donc ça, c'est clairement, ça fait partie des points qu'on va améliorer. Il y a plusieurs choses qu'on va améliorer, mais ça, on ne fait pas. Et clairement, on pourrait faire beaucoup mieux. Mais c'est... Ouais, normalement, avec les erreurs de... Peut-être que si on faisait remonter toutes les erreurs, on pourrait s'amuser à commencer à highlight certaines choses. En fait, tu peux retenir la chronique telle que lui l'a interprétée avec le debug sur les AXT, ça te redonne la correction. Alors, ok, on va espérer... Donc QuickQuick, il y a beaucoup de Rust, et donc du coup, c'est lent à compiler. J'étais au talk de Rust Paris hier, où Jérémy fait une très bonne présentation. Et justement, parmi les sujets frustrants dans Rust, c'était le temps de compilation. C'est vraiment relou. Donc moi, je me suis même acheté un PC fixe parce que j'en peux plus de mon truc là. Est-ce que ce serait pas la faute des macros, justement? Peut-être pas. Je pense qu'on a... donc, qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc, ouais, là, comme ça, je vous montre un peu l'UI. Donc, ça, c'est vraiment l'UI de base. C'est pas de l'UI de production où les gens vont plus utiliser des plugins pour appeler les API de QuickQuick. Mais en attendant, ça permet de faire des petits tests. Et donc, du coup, je peux vous montrer en live, du coup, et ça va marcher. Oui. Si ça marche, voilà. Alors, ça, je vous montre les cas qui marchent bien, mais en fait, il y a des cas où ça marche pas bien. Donc, on va quand même montrer un cas où ça marche pas bien, on sait qu'on peut faire mieux. Donc, ouais, sur le body, si par exemple, je fais I want, un truc comme ça, donc ça marche bien. Donc, il fait une phrase query, il cherche les deux termes I et want d'affilée. Ça va bien marcher. Par contre, si j'ai oublié ça, en fait, je vais faire un autre truc, genre end question ID. Il y a une fête quelque part. Et donc là, si je tape entrée, oui, il va pas deviner où est-ce qu'il doit fermer les guillemets là. Alors, on pourrait lui dire, ah ouais, mais il y a un end et tout, tu pourrais faire mieux et du coup mettre les guillemets là. Mais ça, en fait, on va faire 0.
pour montrer qu'effectivement, c'est bien un problème de... Il va tout mettre dans la guillemets, évidemment. Et donc là, bah, évidemment, ça va pas marcher. Bon, il y a pas trop de mal. L'utilisateur, il voit qu'il a rentré une connerie et du coup, il change. Mais dans tous les cas, voilà pour la démo. Et donc, on a évidemment identifié des choses qu'on pouvait améliorer. La partie feedback utilisateur, ça, c'est évidemment un truc cool. On n'en fait pas aujourd'hui. C'est pas trop sur notre roadmap pour l'instant. Mais clairement, c'est des choses qu'on peut améliorer. Le défaut de la phrase query, du coup, de la guillemets qu'on met juste à la fin et du coup, qui va mettre tout ce que le user a tapé dedans et du coup, les résultats ne seront pas terribles. En termes de aussi readability du code, vous avez vu les macros, c'est pas ouf. Et notamment le alt infaillible, qui est assez verbeux, où on enchaîne, du coup, je peux vous remontrer un petit peu. Parce que celle-là, c'est intéressant, ça fait partie. Donc, c'est le fait de tester chaque branche et le fait que comme on se retrouve avec des branches qui sont infaillibles, en fait, on est obligé de rajouter une condition qui, elle, peut fail et permet de dire, OK, tu testes la branche suivante. Donc, c'est un petit peu lourd. Et donc, une idée que Trinity a eue tout à l'heure, c'était tout simplement d'écrire une autre macro et plutôt de faire une sorte de match qui ferait, on va tester les conditions, comme si c'était un match, on va tester celle-là, et du coup, dans ce cas-là, on appellera cette branche-là. Et c'est une super idée. En tout cas, il y a plein de choses à améliorer, et peut-être qu'on reviendra l'année prochaine avec des choses plus sympas. Merci. Ouais, des questions. Ouais. Tu disais, c'est un peu drôlant, tu sais, les temps de compilation de Rust, c'était nous. Mais oui. Avant, chez QuickBit ou Tantilum, vous utilisiez autre chose? Non. Et puis vous avez passé à Rust ou ça a tout de suite depuis le début du projet, c'est en Rust. Donc, en fait, on voit le temps de compilation s'allonger au fur et à mesure que le projet on continue, quoi. Donc après, voilà, il y a plusieurs astuces, mais c'est vrai que ça fait partie des problèmes un peu récurrents pour les Rustaceans. Oui, moi j'ai une question aussi. Vous disiez à chaque fois que vous vouliez des fonctions et des parseurs qui soient infaillibles. Et du coup, pourquoi pas faire des types concrets plutôt que réutiliser result en mettant une fake label à chaque fois? C'est peut-être parce que... Pour coller avec les types ouais, que NOM parce que NOM renvoie déjà des parseurs. Tu es en fait obligé de renvoyer un result, tu as un certain contrôle sur le type d'erreur, mais tu es quand même obligé de renvoyer un result. Donc, sinon, on n'utilise pas NOM, mais ça fait une autre charge de travail. Voilà. Pour rebondir, le infaillible, finalement, c'est un truc tout vide ou... C'est une enum vide, ouais. C'est pas constructible, en fait. Ah, ouais. C'est une enum de la lib standard, c'est STD convert infaillible. C'est une enum que je peux pas construire, c'est pas vraiment. Okay. C'est un peu comme le type never, mais en plus stable. D'accord. Ouais, j'ai une question. Ça s'est traduit comment le passage de NOM avec macro à NOM sans macro? Il y avait une grosse mise à jour où ils ont tout changé. Comment vous l'avez vécu? Est-ce que c'était difficile à faire? Est-ce que ça valait le coup? En fait, le problème de NOM avec macro, c'est que si tu faisais le moins de changements à ton parseur et que ça marchait plus, c'était très compliqué à débugger. Et en fait, on était passé à Combine pendant qu'il y avait encore les macros sur NOM, parce que c'était trop compliqué à débugger. Donc, on n'a pas fait le passage de NOM macro à NOM pas macro, on a fait le NOM macro à Combine, à renom après les macros. Il y avait un test sur une Tesla, je crois que tu as pas. Pour les... ouais, alors, parce qu'on l'a pas testé, d'une part, et donc, du coup, je serais incapable de dire les pros and cons de ce type de parseur. Si ce n'est que on retrouve des avantages qu'il y a dans les LR1, puisqu'il y a une grammaire, donc déjà, tu as le côté un peu self-documented. En termes de perf, je sais qu'ils l'ont adopté côté Python, et donc je m'attends à ce que, du coup, avec les dernières techniques, ils puissent avoir de très bonnes perfs, mais je peux
pas en parler parce que j'ai pas d'XP dessus. Peut-être que Tamo, tu peux dire un mot parce que dans Melisearch, qui est un autre moteur de recherche, et j'utilisais Pest. Et voilà. Alors, est-ce que c'est bien ou pas bien? Je sais pas, je suis pas sûr. C'est pas trop, ça a marché. Il y a beaucoup de boilerplate. En fait, vu que tu fabriques un AST, après il faut le mettre dans tes structures et tout. Et en fait, c'est assez lourd à faire comparé à parser dans tes structures. Après, un des éléments dont tu parlais et que du coup, qui est souvent récurrent quand tu évoques les LR, c'est le fait que tes erreurs, elles sont pas custom. Enfin, du coup, c'est embêtant si tu veux vraiment avoir des erreurs custom que tu vas envoyer à l'utilisateur. Et du coup, bah, c'est un point négatif en tout cas. Qui veut faire des macros? Une question purement moteur de recherche, mais tu parlais de termes quand vous mettez des quotes. Quand vous mettez des quotes, ça cherche chacun des mots, c'est ça? Alors, tu appelles ça dans le langage, alors c'est un peu Lucene. Lucene utilise ça, c'est la librairie qui est derrière Elastic. Donc, ça s'appelle ça une phrase query. Ça veut dire que du coup, donc, tu vas la découper tu vas la découper de toute façon. Cette longue phrase, tu vas la découper en plusieurs tokens. Et ensuite, bah, tu vas aller chercher tous ces tokens dans l'index inversé. Et après, tu vas t'assurer que si tu as indexé aussi les positions, parce que tu n'es pas obligé d'indexer que, bah, tu vas vérifier que les positions elles sont consécutives. C'est comme ça que ça marche. Je ne sais pas, dans mes licences, vous avez aussi les positions? Ouais. Juste une autre question, justement par rapport au query language. C'est un pack juste à vous ou bien c'est un truc plus ou moins standard dans d'autres. C'est assez proche de la syntaxe de Lucene, mais il y a quelques différences en fonction de features qu'on a ou qu'on n'a pas par rapport à Lucene. Ouais. Mais ça ressemble beaucoup à ce que fait Lucene. Bah, la partie booléenne, notamment la partie fil de points, terme, ça c'est exactement la même chose. Donc il y a beaucoup de similarités avec Lucene. Et donc élastique. Je sais qu'à un moment, vous montrez la documentation, il y a de la grammaire. Et du coup, c'est une documentation qui a été écrite à la main. Enfin, il n'y a rien qui prouve qu'elle est liée au parseur. Alors, en plus, c'est sur une feature qui n'a rien à voir avec le query parser. On fait du partitioning dans Cookwit, et donc c'est une feature qui est à côté. Et donc, il y a un parseur c'est un mini langage pour exprimer comment tu extrais de l'information d'un champ. Et donc, c'est juste toi, Trinity, qui t'ai dit que bah ouais, c'est cool d'écrire ça sous forme de grammaire. Et c'est vrai, moi, pour documenter et dire aux users bah, quel est le langage que tu peux utiliser pour décrire, en l'occurrence, une partition, savoir comment tu partitionnes ton dataset dans Cookwit. Et du coup, bah, tu as ajouté ça, Trinity. Tu veux rajouter quelque chose? C'est juste du commentaire et le vrai parseur est implémenté en NOM en faisant attention à respecter autant que possible le langage en question. Voilà, donc c'est du NOM, et au final. Mais pour la doc, du coup, on a fait ça. C'est peut-être déjà en fait, il y a une étude qui était sortie qui parlait du fait que malgré le fait que la recherche sait que le mieux, c'est pas les personnes combinateurs et c'est justement les vieux trucs comme lire, et ben tout le monde fait autre chose en pratique et qui ne comprenait pas forcément pourquoi les gens utilisent NOM. Et du coup, moi-même avec mes propres biais, je ne comprends pas pourquoi les gens utilisent des parseurs combinateurs comme NOM. C'est une bonne question. Alors, il y a des cas d'usage qui peuvent être, par exemple, les island grammar, où tu ne vas pas chercher à avoir une syntaxe ultra correcte dans ton parsing, mais simplement extraire une certaine dose d'information. Ça, c'est plus simple d'utiliser des parseurs combinateurs. Si tu vas pouvoir te permettre d'ignorer plus facilement du texte. Ça, c'est un cas d'usage que j'ai vu dans des boîtes d'analyse de code que j'ai faites. Mais pour d'autres usages, comme un parseur où tu dois vraiment avoir une syntaxe correcte, je ne sais pas. Bah, en tout cas, si tu veux faire du lenient, là, dans le cas où tu veux fallback sur d'autres choses, je ne sais pas comment tu le ferais avec un parseur strict, parce qu'il va te dire quoi, ton expression, elle est pas bonne, donc du coup, après, qu'est-ce que tu fais?
Je- Donc tu traites je sais pas. En tout cas, ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, et en fait, il y a un coût d'entrée. Moi, personnellement, je le vois comme ça. Après, plus on travaille dessus, plus je me dis qu'en fait, la syntaxe d'une grammaire, c'est plutôt cool pour bien fixer les idées et puis pour la documentation, pour plein de choses. Donc, du coup, un premier avis, c'est OK, on fait du nom parce que c'est plus simple. Moi, je viens pas du tout du monde de. Je connais pas du tout la façon de définir des grammaires. Je passerai pas mal de temps à le faire. Pour Quick Start, un petit parseur, il n'y a pas mieux que nom. Par contre, du coup, ça vaut probablement le coup de creuser un peu plus je sais pas, des parseurs type LR1 pour. Je le sens, parce que plus notre parseur devient compliqué, bah, dans Nom, tu peux aussi te perdre et ne pas savoir finalement ce que tu vas avoir comme erreur au runtime. Et donc ça, c'est un peu embêtant. Le blog post que j'avais en tête comparait les parseurs de langage de programmation, donc quelque chose sur lequel on a quand même envie d'attendre le système. Ouais. Et montrer que beaucoup étaient passés à des parseurs custom écrits à la main, et que c'était rare les langages qui avaient un parseur généré à partir d'une grammaire. Enfin, c'est pas le cas de Rust, quoi. En tout cas, bah, Python, ils l'ont fait du coup. Donc, le PageGen, là, qui a été fait par Guido van Rossum, là, bon, bah après, je pense qu'ils l'ont suffisamment adapté pour qu'ils puissent gérer les erreurs correctement, j'imagine. Mais bon, après, je connais pas. C'est parce que le cas d'usage de PyGen, c'est déjà de prendre du code qui est correct au départ. Donc, on peut se permettre de faire un trait sur des beaux messages d'erreur et des belles suggestions, comme on a dans Rust, où tout est écrit à la main, parce qu'on suppose déjà que le programmeur a fait un test de son code avant. À mon avis, c'est pour ça qu'on peut se permettre d'utiliser des outils qui sont moins user-friendly, entre guillemets, dans le sens où on sait déjà que c'est juste en entrée. Ouais, c'est ça, c'est le diagnostic et expliquer des erreurs qui font sens à l'utilisateur, qui est le plus difficile. En fait. Ouais. Si tu as un code correct, l'autocompiler, c'est la partie la plus simple. C'est une question, ça me vient de là. Mais dans Menhir et dans Zodiac, il y a des hooks. Enfin, on peut dire à tel endroit, telle erreur custom. Il y a quand même une manière. Ouais. C'est sûrement quelque chose d'intéressant. Ce qui est sûr, c'est que pour notre usage, je pense que cette option a été intéressante et parce que c'était plutôt rapide à faire. Maintenant, on n'a pas vraiment creusé les alternatives faute de connaissances. En fait. Mais si vous réimplémentez de zéro votre propre librairie de parsing, ce ne serait pas forcément. Je sais pas. Je sais pas, au final. Ça représente quel pourcent de tout ce que vous faites, ce parseur? Ouais, c'est petit, hein. Je ne saurais pas te dire. C'est le cas où tu dis, bon, c'est pas notre cœur de métier non plus, mais on veut un truc qui fonctionne et qui est maintenable. Oui, en plus, on a une target probablement de support du SQL plus tard. Et donc, en fait, nous, on veut supporter typiquement le langage d'Elasticsearch. Donc, on a un certain effort qui est mis là-dessus. Et donc, le langage d'Elasticsearch, ils ont une DSL qui est très particulière, qui s'exprime en JSON, donc c'est pas la même problématique. Et après, nous, on accentuera peut-être l'effort sur du SQL, par exemple. Et donc là, bon, il y a quand même un écosystème qui est beaucoup plus riche et pas réinventer notre langage, quoi. Parce que ça, c'est un peu particulier. On n'a pas forcément envie de faire d'efforts importants dessus. Enfin, aujourd'hui, en tout cas. Merci. Merci.